si nous abordions maintenant ce problème en nous débarrassant du biais anthropocentrique. C'est ce que va faire l'orateur qui va arriver. Avec son équipe, il s'est intéressé aux maladies infectieuses qui affectent les animaux incapables de réguler leur température corporelle. Chez eux, le réchauffement climatique peut aggraver une infection légère et la rendre mortelle. Alors l'herpès cyprin 3 chez la carpe, c'est l'une des infections sur lesquelles s'est concentré le professeur Van der Plachen que vous allez accueillir, Monsieur le Président. Merci beaucoup. De fait, c'est un plaisir d'accueillir le professeur Van der Plachen, qui est professeur de virologie et de vaccinologie à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Liège. Il est de formation vétérinaire, vous l'aurez compris. Il a réalisé un thèse de doctorat sur l'herpès virus bovin de type 4 à l'Université de Liège, sous la supervision du professeur Thierry et Pastore. Il a ensuite accompli une thèse d'agrégation sur le virus de la vaccine, le virus qui a été utilisé comme vaccin contre la variole, à l'Université d'Oxford dans le laboratoire du professeur Smith. Et puis en 1998, il devient le premier vétérinaire dans l'histoire du FNRS à accéder à une position permanente. Et depuis près de 3 décennies, Alain Van der Plachen étudie les interactions virus-hôtes à l'aide de modèles originaux comme centre d'intérêt majeur divers. Premièrement, le développement de nouveaux vaccins. Deuxièmement, la découverte de mécanismes d'immuno-évasion développés par les virus. Et troisièmement, la compréhension du rôle de l'environnement dans le développement de certaines maladies virales. Il est l'auteur de 110 articles originaux et de 7 brevets. Il est le lauréat de plusieurs prix prestigieux, dont le prix GSK Vaccine, qui lui a été attribué en 2017, entre autres pour ses travaux sur les effets de la température sur l'infection de la carpe par l'herpès virus cyprin 3. Monsieur Van der Plachen, je vous cède la parole et le titre de votre exposé, Implication du réchauffement climatique sur les maladies infectieuses de l'écosystème animal-homme. Par ailleurs, Alain Van der Plachen, comme vous le savez, membre titulaire de notre compagnie. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Messieurs, je tiens avant toute chose à remercier l'Académie pour m'avoir sélectionné comme orateur. Cette sélection démontre, si besoin en était, que l'Académie s'intéresse à la santé d'une manière large, j'entends la santé humaine, mais également la santé animale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'animaux particuliers, d'animaux à sang froid, les poissons. La question peut être posée, l'implication, le réchauffement climatique a-t-il une implication sur les maladies infectieuses de l'écosystème animal-homme? Eh bien, la réponse, tout le monde la connaît, c'est oui. Et généralement, on s'intéresse, on illustre cette réponse par les maladies vectorielles. Ces maladies vectorielles, vous avez un hôte définitif, qui est généralement l'homme ou un animal à sang chaud, un endotherme, et la maladie lui est transmise par un vecteur ectotherme. Ce vecteur étant dépendant de la température, il ne peut vivre que dans une certaine gamme de température, et donc le réchauffement climatique va avoir un effet inévitable sur la distribution géographique de ce vecteur et donc de la maladie qui l'accompagne. Mais cet effet de la température est un effet indirect par rapport à la maladie que l'on veut étudier. On n'étudie pas ici l'effet de la température sur l'hôte définitif. Donc c'est une question qui m'a toujours intrigué au niveau scientifique, c'est quel serait l'impact d'une variation de la température de l'hôte sur la maladie qu'il subit. Il y a évidemment un modèle tout à fait idéal pour étudier ce type d'effet, c'est de s'intéresser à des animaux ectothermes, dont la température va varier en fonction de la température de l'environnement. Ce sont ces modèles que nous étudions dans mon laboratoire en nous intéressant à des espèces de poissons qui ont un intérêt économique ou écologique. Quel est l'effet de la température sur la relation hôte-pathogène au niveau d'un hôte ectotherme? Eh bien, l'effet est double. Tout d'abord, vous avez un effet quantitatif et qualitatif sur la réponse immune de l'hôte infecté. Si on s'intéresse à un téléos, par exemple, il possède un système immunitaire aussi complexe que le nôtre. Et l'augmentation de la température, jusqu'à un certain niveau, va avoir un effet positif sur chacune des composantes du système immunitaire. Vous pouvez vous intéresser à des composantes solubles, comme le complément, de la réponse cellulaire innée, comme la phagocytose ou les activités NK, ou même le répertoire adaptatif, lymphocyte B et T. L'augmentation de la température augmente l'efficience de la réponse immune. Il en est d'ailleurs de même chez l'homme. Si vous respectez la fièvre,
l'augmentation de la température augmente chacune des composantes du système immunitaire. Donc on a intérêt à maîtriser, à maintenir, à respecter cette fièvre. Cette variation de température chez les ectothermes a également un effet qualitatif sur la réponse immunitaire. Vous le savez probablement, l'immunité adaptative est apparue il y a environ 480 millions d'années au niveau de l'ancêtre commun des vertébrés à mâchoire. Donc tous les animaux sur Terre qui ont une colonne vertébrale et une mâchoire possèdent une immunité adaptative. Ils produisent des lymphocytes B et des lymphocytes T, ils ont une capacité de développer un répertoire mémoire. Mais ce qui est très intéressant chez les ectothermes, c'est que le passage de l'immunité innée et l'enclenchement de la réponse adaptative va se faire à une température déterminée, qui est variable en fonction d'espèces. La carpe, par exemple, elle exprime son immunité adaptative au-delà de 14 degrés. En dessous de 14 degrés, elle vit comme un animal qui ne possède que l'immunité innée. Et donc vous avez donc bien un effet qualitatif et quantitatif de la température sur le système immunitaire de ces animaux ectothermes. En plus de l'action de la température sur la réponse immune de l'hôte, la température va également avoir un effet très important sur le pouvoir de réplication du pathogène. Et c'est évidemment variable d'un pathogène à l'autre. Chaque pathogène a son optimum de réplication. Et donc la maladie, l'apparition de la maladie, va résulter de l'effet combiné d'une température donnée sur son éventuel effet positif sur le système immunitaire, mais en regard de l'effet que ça a sur la réplication du pathogène. Et donc, en fonction de l'espèce hôte et du pathogène déterminé, une température pourrait être létale, voire salutaire. On a juste les deux exemples. Le premier, c'est celui sur lequel je vais m'attarder plus tard, c'est l'infection de la carpe commune par le cyprinite herpès virus 3. Entre 18 et 28 degrés, cette température a un effet positif sur la réponse immune de la carpe. Plus la température est élevée, plus elle se défend. Mais malheureusement, cette température est extrêmement favorable à la réplication du virus. Donc le virus va, par ses capacités de réplication, dépasser les capacités de défense de l'autre. Si on augmente encore la température, au-delà de 30 degrés, bien là, il se passe quelque chose de magique. Le système immunitaire continue à être plus performant, mais la réplication du virus s'arrête. Et donc le poisson va contrôler cette infection de manière aisée. Vous ne verrez pas l'infection au-delà de 30 degrés. Si vous prenez une autre espèce comme l'anguille, comme on dit aussi dans le labo, là la situation est inversée. Entre 18 et 24 degrés, le système immunitaire n'est pas capable de faire, il est tout à fait capable de faire face à l'infection par le virus, donc il n'y a aucune maladie. Par contre, si on augmente encore la température au-dessus de 24, là on a toujours une augmentation des performances du système immunitaire du poisson, mais malheureusement on a un effet beaucoup plus important sur le pouvoir de réplication du virus. Donc le virus dépasse les capacités de défense du poisson et le tue au-delà de 24 degrés. Donc c'est exactement dépendant du modèle que l'on étudie. Donc, je vais vous demander de bien retenir les paramètres sur ce modèle, sur lequel je vais vous présenter les données. Donc chez la carpe, infectée par le cyprinite herpès virus 3, on a une mortalité entre 18 et 28 degrés, et quand on dépasse 30 degrés, c'est fini, tout s'arrête, il n'y a plus d'infection. Alors, quelques mots d'introduction sur ce modèle qui est quelque peu original. Eh bien, la carpe commune et sa sous-espèce, la carpe koi, sont victimes par un herpès virus létal qui s'appelle le cyprinite herpès virus 3 ou koi herpès virus. Ces deux poissons sont économiquement importants. La carpe commune représente le troisième poisson le plus important à l'échelle de la planète. C'est une production qui oscille entre 4 et 5 millions de tonnes par an. C'est donc 4 à 5 milliards de carpes qui sont consommées par l'espèce humaine chaque année. Sa sous-espèce, la carpe koi, c'est la même espèce. C'est un poisson, en fait, ce sont des mutants qui sont collectionnés pour leur couleur chatoyante et qui valent des prix exorbitants. Vous voyez ici, ce n'est pas 180 €, c'est 180 000 € pour un seul poisson. C'est un bon investissement parce qu'une carpe comme celle-là va vous faire 1 à 2 millions de géniteurs en une seule reproduction. Si vous les vendez chacun à 10 €, vous avez fait une bonne affaire. Alors, la fin des années 90 résonne dans la mémoire des éleveurs de carpes et des carpes koi comme le début d'un désastre. Une maladie nouvelle semble émerger. Ce virus va se propager comme le feu dans un bois de sapin à l'échelle de la planète, induisant des taux de mortalité qui sont très souvent associés à 100%. Donc c'est une maladie désastreuse.
En 2007, Aoki publie la séquence de virus. C'est un article qui a changé ma vie, parce que c'est après avoir lu cet article que j'ai décidé de me jeter à l'eau et de me mettre à étudier les virus de poissons. Je ne l'avais jamais fait auparavant, mais vous avouez que c'est irrésistible. Un génome de 295 000 paires de bases, c'est et ça reste à ce jour le plus grand génome au sein de l'ordre des espèces Viralis. Et donc, si vous êtes un petit peu immunologiste, mais vous ne pouvez pas résister non plus, parce que vous avez par exemple les 2 gènes qui codent pour les récepteurs solubles au TNF, un homologue de G protein copy receptors, alpha domain, etc. Il y a de quoi remplir une carrière rien qu'à analyser les différents gènes de ce virus qu'il a probablement volé à son hôte au cours de son évolution. Alors, quand on a débuté cette recherche, on s'est évidemment lancé dans la course du vaccin. Tout le monde essaie de développer un vaccin, et développer un vaccin pour la gap, bon, je ne vais pas être prétentieux, mais c'est un peu plus compliqué de développer un vaccin pour la médecine humaine parce que vous avez des contraintes économiques. Vous ne pouvez pas faire une injection, par exemple. Donc, une des contraintes, c'était de développer un vaccin compatible avec la vaccination de masse, c'est-à-dire être capable de vacciner des millions de sujets par un seul geste qui consiste à déverser le vaccin dans l'eau des bassins. Et donc, on s'est livré à cette course et on y a réussi grâce à la biologie moléculaire. On a envie de cloner le génome du virus sous la forme d'un chromosome artificiel bactérien et on a muté gène par gène les 156 gènes qu'il y a dans ce génome. On a trouvé une combinaison, Maxime Boutier, qui était doctorant à l'époque, a trouvé une combinaison, une détection qui confère un magnifique pouvoir de safety et d'efficacité à ce vaccin. Alors si je vous raconte ça, l'histoire de ce vaccin, c'est parce que quand on a réalisé tous les tests pour la validation du vaccin, vous faites des expériences relativement simples, vous prenez des poissons, un groupe, une partie est vaccinée, l'autre n'est pas vacciné, et puis à un moment donné, vous mettez l'agent létal sur les 2 groupes en espérant ne pas voir la maladie chez les vaccinés et la voir chez les non-vaccinés, puisque ça détermine le pouvoir de protection de votre vaccin. Et quand on a fait ce type d'expérience, à plusieurs reprises, on a été frappé par le comportement des poissons non vaccinés qui développaient la maladie. On s'est rendu compte que vers le 7e jour, ces poissons avaient tendance à se réfugier autour du chauffage de leur aquarium, un peu comme s'ils tentaient de se réchauffer. Donc ça nous avait interpellés, j'ai raconté ça plusieurs fois aux jeunes dans la boîte qui disaient non. Et en fait, ils le faisaient et on pouvait le voir parce qu'il y a une diode sur le chauffage. On voyait bien que quand la diode s'allumait et que le chauffage chauffait, les poissons se rassemblaient autour. Alors, on a fait de la littérature et on s'est rendu compte que dans les années 1960, on a décrit chez le poisson rouge, c'est un papier dans Nature, la behavioral fever. Donc ces animaux ectothermes peuvent réguler leur température par leur comportement et des expériences ont démontré que si vous prenez un poisson rouge et que vous lui injectez des matières fécales dans l'intrapéritonéal, ce qui n'est pas tout à fait relevant comme une infection, mais enfin bref, ce poisson va augmenter sa préférence thermique d'1,5 à 1 degré. Alors les gens ne croyaient pas trop à ça en se disant que c'est un modèle d'infection tout à fait artificiel, la différence de température n'est pas bien grande, mais néanmoins ça a donné lieu à des études qui ont suivi, et notamment de neurologie, où les gens ont démontré que si vous détruisez l'air préoptique hypothalamique chez les poissons, ils n'expriment plus ce comportement. Donc ça laissait quand même croire qu'il y avait là derrière une vérité par rapport à ce comportement et sa signification évolutive. Au niveau immunologique, vous voyez ici un grand point d'interrogation. Alors qu'on connaît bien toutes les cytokines qui génèrent la fièvre chez les endothermes, on ne connaissait strictement rien au niveau des ectothermes. Et donc, sachant que le CIHV3 est une maladie qui est bloquée par une élévation de température, on s'est posé la question suivante, est-ce que nos carpes pourraient-elles exprimer la fièvre comportementale si on les plaçait dans un environnement où il y a un gradient de température, et si elles le font, est-ce que ceci va leur conférer un avantage en leur permettant de se guérir, de se traiter de cette infection. Alors juste pour donner de la relevance biologique à cette question, dans un écosystème, je parle de la nature, pas dans l'aquaculture, il y a d'importants gradients de température dans un lac par exemple. Vous voyez ici une coupe à relevé de température dans un lac aux États-Unis, eh bien vous pouvez, la carte en nageant quelques dizaines de mètres, peut choisir une température qui va de 28 à 2 degrés. Donc c'est tout à fait relevant comme hypothèse. Alors juste pour vous montrer l'impact de la température sur une infection, dans cette expérience ici, on a pris un même groupe de poissons, des frères et des sœurs, on les divise en 3 aquariums qui sont régulés à une seule température, 24, 28 ou 32 degrés. Et ici, vous avez le taux de mortalité, vous voyez que c'est tout
tout à fait remarquable. À 32 degrés, il n'y a aucun poisson qui succombe à l'infection. Vous diminuez la température de 4 degrés, vous avez 80% de mortalité, et à 24, tout le monde y passe. C'est 100% de létalité. Donc il y a vraiment un effet remarquable de cette température sur l'infection, qui résulte, je vous rappelle, d'un effet sur la réponse immunitaire, mais également sur le pouvoir de réplication du virus. Alors comment tester l'hypothèse que la carte pourrait exprimer la fièvre comportementale en réponse à l'infection? Et on a bricolé un aquarium qu'on a baptisé MCT, pour Multi-Chamber Tank. Vous retrouvez ici aussi avec les 3 températures, mais à la différence du cas précédent, il s'agit d'un même aquarium dans lequel vous avez des cloisons avec des tunnels, et les poissons peuvent en fait emprunter les tunnels pour choisir la température qu'ils préfèrent. Ça c'est en schéma, voici la réalité. Vous avez une caméra avec un ordinateur qui prend des photos de manière régulière, donc on compte les poissons dans les différents compartiments. À quoi ressemblent les données? Vous avez ici 3 réplicas de cette expérience. Donc chaque graphique représente un aquarium, et la ligne bleue, verte et rouge illustre la distribution, le nombre de poissons détectés à un moment donné dans le compartiment A24, A28 ou A32. Donc si ce sont des poissons non infectés, vous voyez que la majorité des poissons préfèrent être à 24, c'est connu depuis très longtemps. C'est d'ailleurs la température à laquelle on élève les cartes, parce que c'est la température où elles grossissent et mangent le mieux. Que se passe-t-il quand on infecte ces poissons? Eh bien, on constate que 5 à 6 jours après l'infection, on a un pic de migration des poissons qui vont rester plusieurs jours à 32 degrés à se soigner avant de regagner le froid. Dans ces expériences de comportement, il faut être extrêmement prudent dans les artefacts, vous répéter un très grand nombre de fois en changeant la place des aquariums dans la pièce, etc. Et si vous faites tout ça et vous exprimez la position des poissons infectés par rapport aux non infectés par la forme d'une soustraction, et tant que vous êtes le long de la ligne de 0, il n'y a pas de différence. Et puis vous voyez qu'au jour 5, après l'infection, on a une migration de poissons qui vont au chaud et donc qui délaissent le froid. Et ceci, en fait, représente de la fièvre comportementale. On a un gradient de 8 degrés, donc les poissons s'imposent une variation de 8 degrés. Et ce que vous ne voyez pas sur ce schéma, c'est que cette fièvre est salutaire. Aucun des poissons ne décède si vous le placez dans un environnement qui comporte un gradient de température. Alors, vous savez que la science, c'est très facile de tricher sur les graphiques. C'est beaucoup plus difficile de dresser des poissons à faire le tour de magie que vous voulez. Et donc, dans ce papier qui est publié dans Cellulose and Microbe, toutes les vidéos, toutes les raw data, toutes les vidéos, toutes les images sont disponibles sur le site. Et je vais vous montrer ici une vidéo en espérant que ça fonctionne. Sinon, on ne se fâche pas, c'est Alexandre. Ça met un peu de temps parfois, Alexandre. Non. Voilà, ça marche pas. Voilà, donc il m'a vu arriver. Ouais, je vois, ils connaissent, méfie. Donc vous allez voir, dans nos animaleries, les aquariums sont placés selon un axe de symétrie pour éviter les artefacts de position. Et quand on répète les expériences, on change de position. On va commencer par le non infecté, donc le froid est à gauche, le chaud à droite. Vous voyez que la majorité des poissons sont à 24. Vous avez ici, je présente timide. Les poissons, c'est comme les chercheurs. Il y en a toujours un qui n'est pas d'accord avec les autres. Vous voyez, il est là. Donc, on va passer maintenant au groupe infecté. Donc ici, cette image dans un miroir. Donc le 32 est à gauche. Et vous allez voir que la majorité des poissons se retrouvent à 32 ou à 28. Vous voyez qu'ils sont malades. Les poissons qui sont à 32 paraissent sains parce qu'ils sont là depuis 2-3 jours. Les poissons à 28 sont encore malades. Dès qu'ils vont passer à 32, en 2 jours, ils sont sauvés. Alors, juste pour illustrer la crainte des artefacts, il y a toujours eu dans une étude de comportement le risque de conditionner un poisson. Parce que c'est très facile, même un poisson rouge, vous pouvez le conditionner en quelques jours. Vous pouvez faire l'essai chez vous. On peut leur apprendre des trucs, c'est facile ici. Donc la question se posait, où nourrir les poissons? Parce que si vous les nourrissez à 32, vous les entraînez à aller vers le chaud, et donc vous pourrez se dire, ils expriment la fièvre parce qu'ils ont été nourris à 32. Donc ce qu'on a fait, c'est on a fait le pari inverse, on a décidé de nourrir systématiquement à 24 et donc d'imposer chaque jour aux poissons de reprendre la décision d'exprimer la fièvre comportementale ou pas. Alors, si j'avais bien fait ça, ça devrait fonctionner, mais peut-être te lever, ça va faire peur. Non.
Voilà, non, c'est la suivante. Voilà. Donc, le même système, vous allez voir la situation juste avant le dépôt de nourriture, et puis au moment, donc juste avant qu'on dépose la nourriture, on se retrouve avec de la fièvre comportementale, donc on est avec les poissons à 32, à 28, ils ont totalement délaissé le 24. On vient de distribuer la nourriture. Vous voyez que ici, c'est comme un chercheur, il y en a aussi qui comprennent beaucoup plus vite que les autres. Il y a quelques secondes, il s'en va. Alors, j'ai présenté timide, je vous présente indécis. Il est là derrière. Donc, c'est le poisson, il est juste devant le tunnel, il n'a qu'à nager, mais il réfléchit. Il a du mal à se décider. Alors, vous allez voir que souvent, c'est comme les chercheurs, les indécis se transforment souvent en des impulsifs. À un moment donné, il va comprendre ce qui se passe, il va prendre sa décision, et voilà, c'est parti. Donc, il a mis un peu de temps à comprendre, mais ça va. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez voir, on est 5 minutes après, ils sont repus, ils cherchent les dernières croquettes. Certains poissons sont déjà repartis se réfugier à 32 degrés, et on va voir qu'en 10 minutes, tout le monde va regagner cette distribution. Alors, c'est très très intéressant au niveau scientifique et bioéthique, parce que nous avons des règlements en bioéthique qui nous interdisent, par exemple, de transporter des poissons avec des écarts de température de plus de 1 degré par heure. Et vous voyez ici des poissons qui sont 8 degrés dans la face en quelques minutes. Donc peut-être qu'on devrait appuyer des décisions bioéthiques sur des éléments scientifiques, ça rendrait peut-être la vie des chercheurs un peu plus facile. Si vous êtes immunologiste, il y a probablement quelque chose qui a dû vous interpeller dans ce graphique. Si vous examinez ces poissons infectés au jour 0, au jour 3, vous n'avez pas besoin d'être un vétérinaire pour vous rendre compte qu'ils sont malades. Personne ne va les acheter pour mettre dans son aquarium ou pour les manger. Ils vont d'hyperémie cutanée, ils commencent à avoir des nécroses de bronchies. Franchement, ils ne sont pas beaux à voir. Mais vous voyez que la fièvre n'apparaît que 2 jours plus tard. Alors, ça, évidemment, c'est bizarre. En général, la fièvre est un symptôme extrêmement précoce. C'est souvent en pédiatrie la première chose qu'on observe. Donc, on prend un jour ou 2 plus tard d'où vient l'infection. Donc ici, c'était vraiment troublant de se dire, mais comment se fait-il que cette fièvre apparaît si tardivement par rapport à la maladie? Et une hypothèse évidente, c'était, et ça va vous paraître un peu farfelu, mais je peux vous assurer que les virus étudient l'immunité depuis bien plus longtemps que nous, et donc ils connaissent le système immunitaire depuis bien mieux que nous, et la plupart des composants du système immunitaire sont manipulés ou évités par les virus, et surtout les herpès-virus. Et donc nous, on a posé l'hypothèse de se dire, peut-être que ce virus aurait acquis au cours de l'évolution un mécanisme pour pirater la voie d'induction de la fièvre et ainsi retenir son hôte à une température à laquelle il peut se multiplier. Parce que dès le moment où le poisson s'enfuit à une température au-delà de 30 degrés, le cycle du virus s'arrête. Donc si je vous parle de cette hypothèse sexiste, évidemment qu'elle s'est révélée être vraie, et je peux vous assurer que j'ai une très grande frustration de vous raconter en 2 minutes ce qui a pris 4 ans. En fait, ce qu'on a découvert à travers ce modèle, c'est que le TNF-alpha, qui est une des cytokines qui induit la fièvre chez l'homme, est la cytokine qui engendre la fièvre comportementale chez le poisson. Et on a découvert ça en étudiant les protéines du virus, et plus particulièrement l'ORF12, qui est un récepteur soluble que le virus sécrète dans les cellules infectées. Donc il sature le sang du poisson d'un faux récepteur pour le TNF-alpha. Donc le système immunitaire envoie du TNF-alpha pour essayer d'induire la fièvre comportementale, et le virus intercepte ce TNF-alpha en l'attachant, le neutralisant par un faux récepteur. Et si vous ne croyez pas en l'évolution, je vais vous montrer quelque chose d'assez impressionnant, c'est la superposition de structures du récepteur TNF-alpha humain en bleu et en vert, ici, superposé, vous avez ce récepteur soluble produit par ce virus de poisson. Et donc vous avez là 2 protéines qui ont une structure quasi identique, alors qu'au niveau séquence primaire, vous ne savez presque pas les reconnaître par des masques. Et donc ça, c'est vraiment extraordinaire, et ça démontre que la fièvre comportementale des poissons et notre fièvre sont en fait liées par des molécules qui ont une origine évolutive qui remonte à plus de 450 millions d'années. Donc c'est pas facile. Alors on a démontré ce modèle par différentes approches. Je vous invite à aller voir cet article. On a utilisé des anticorps monoclonaux anti-TNF-alpha. On a fabriqué un virus qui n'avait plus cette protéine et qui relâchait le poisson beaucoup plus vite. Et donc le poisson chauffait beaucoup plus vite. Enfin, il y a toute une série d'approches complémentaires qu'on a utilisées dans cet article publié dans Cell Host Micro. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce modèle d'une manière générale?
Eh bien, c'est que pour certaines maladies, et probablement pour toutes les maladies, l'environnement joue un rôle dans le développement de la maladie. Ici, c'est caricatural, c'est la vie ou la mort en fonction de la température. Mais probablement qu'il y a un effet quantitatif de l'environnement dans chaque maladie. Et c'est ce qu'on appelle classiquement la triade hôte pathogène. Et je trouve que dans l'enseignement des maladies infectieuses, on a trop, et je respecte les postulats de Koch, hein, c'est génial, mais on a trop souvent tendance à définir une maladie comme une équation bipartite. Un hôte sensible plus un agent pathogène virulent égale une maladie. C'est souvent vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Dans les exemples que je vous ai décrits, l'environnement peut faire la différence entre la vie et la mort. Et donc dans les postulats de Koch, l'agent pathogène a un rôle essentiel, mais aussi un rôle suffisant. Et je trouve que c'est un petit peu exagéré, qu'on devrait plutôt tenir compte de cette triade hôte pathogène qui laisse une place à l'environnement. Le pathogène garde son rôle essentiel, mais il n'est pas toujours suffisant. Dans le modèle que je vous ai décrit, il faut le pathogène et les conditions d'environnement. Alors, si on vient au début de mon exposé, je vous avais parlé de l'émergence de cette maladie fin des années 90. L'explication la plus logique d'un point de vue virologiste, c'est qu'un virus ait fait un saut d'espèce, comme le Covid l'a fait chez l'humain, et se soit adapté à cette nouvelle espèce. Donc ça, c'est possible. Donc pour tester cette hypothèse, on se dit, ok, on va regarder si c'est vrai. Au niveau phylogénétique, on devrait avoir une coalescence dans l'espèce virale qui correspond à une vingtaine d'années. Et donc on s'est amusé à sélectionner des souches virales de par le monde, on les a séquencées sur l'entièreté du génome, on a fait des études phylogénétiques, et on s'est rendu compte que ce virus il y avait une coalescence génétique d'au moins 2 à 10 000 ans. Alors comment expliquer qu'un virus qui est chez une espèce depuis 2 à 10 000 ans occasionne une maladie depuis seulement une vingtaine d'années? Eh bien, je crois que la question qui se pose, c'est est-ce que c'est un virus émergent ou l'émergence de conditions environnementales essentielles au développement de la maladie? Et si vous regardez l'histoire de la production de la carte dans le monde, eh bien, on est passé de ce que faisaient les Romains, des étangs avec des gradients de température, on est passé à des systèmes où des ordinateurs, par des jeux de pompes et de valves, vont s'amuser à chauffer de l'eau dans des lagunes pour aller maintenir de manière stable la température à 24 degrés dans certains bassins. Et donc on a transformé l'environnement, générant ainsi un virus qui probablement a coévolué avec son hôte de manière à devenir presque une maladie bénigne, qui passe inaperçue parce que le poisson peut se traiter par cette fièvre comportementale, à une maladie qui est devenue létale parce qu'on a changé complètement l'environnement. Mais le virus est probablement le même. Et donc voilà ce que je voulais vous raconter pour essayer de vous convaincre de l'impact de la température sur les maladies des espèces. Donc je vois que mon temps est déjà écoulé, donc je vais remercier toutes les personnes avec qui j'ai la chance de travailler. Je crois que la recherche est et reste le plus beau métier au monde. C'est passionnant d'être tout le temps avec des jeunes. C'est un problème parce que ça se renouvelle tout le temps. On n'arrive pas à nommer des gens, mais c'est assez gai de se lever le matin et de travailler avec des gens passionnés et passionnants. Je voudrais remercier les financements. Tout le monde se plaint au niveau financement. C'est vrai que c'est pas évident. Enfin, pour le moment, ça va pas trop mal. Et je voulais remercier plus particulièrement le WellBio, le Well Research Institute. Donc, de mon expérience de chercheur, c'est de loin, mais de très loin, le système de financement qui vous assure la plus grande liberté, la plus grande efficacité et la confiance. On est loin d'autres systèmes que je ne citerai pas, où on vous impose de perdre votre temps à demander une offre de prix, des 3 offres de prix depuis le premier euro investi. Ça fait froid dans le dos quand on compte ça à des gens qui ne sont pas dans la recherche, mais c'est vrai. Alors ce type de financement nous a permis de nous lancer dans des questions scientifiques très ambitieuses, et notamment de comprendre pourquoi ce virus est dépendant d'une température. Et donc, je n'ai pas le temps de vous le raconter, mais je vous invite à aller voir cet article qui a été publié dans Nucleic Acid Research début de cette année. Et en fait, c'est la preuve de la force de la recherche, de cette sérendipité qu'on a notamment à l'Académie, de mélanger la recherche animale et vétérinaire. Donc en étudiant le génome de ce virus de poisson, on a découvert un domaine alpha, que les neurologues connaissent, puisque c'est ce domaine alpha qui est muté dans la maladie de la carie-gouttière chez l'enfant. Eh bien, on a découvert que c'est ce domaine alpha qui, chez ce virus, agit comme un thermostat et génère de liquid-liquid phase separation. Donc, en fonction de la température, cette protéine sent sa température, et quand on sort de la fourchette de réplication, elle se condense. Et ce qui est fabuleux, c'est que ce qu'on a découvert chez le virus
ce virus de poisson introduit maintenant de nouvelles hypothèses quant au mécanisme de pathogénie de maladie cacarde-routière chez le cerveau, chez l'enfant. Donc c'est vraiment excitant de faire un métier comme celui-là. Donc j'en terminerai par la dia que j'ai mis quand je reçu le prix GSK. Si vous voulez obtenir quelque chose que vous n'avez jamais eu, vous devrez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Henri Flachen. Donc, la qualité des applaudissements témoigne du fait que vous avez à la fois enthousiasmé par votre enthousiasme personnel et par ailleurs assez diverti, je dois dire, c'est assez important. Et donc, je vois déjà plusieurs mains qui se lèvent. Il Corblanc pour commencer. Merci, c'est effectivement passionnant. Donc, les poissons qui vont guérir à 32 degrés, vous avez dit qu'ils ont activé leur immunité adaptative. Oui. Est-ce qu'ils sont vaccinés contre une prochaine infection? Ils sont protégés, mais alors, ça appartient à l'ordre des herpès virales, le Cyprinid herpès virus 3. C'est un ordre qui reprend des herpès qui infectent depuis les invertébrés comme l'huître jusqu'à l'homme. Tous les herpès sont capables de latence. Donc ces poissons vont devenir cliniquement protégés, mais de temps à autre, ils vont excréter des particules virales et contaminer leur environnement. Donc c'est probablement là l'ingéniosité du virus de, in fine, laisser son hôte filer vers le chaud et de ne pas le tuer. Parce qu'en laissant l'hôte filer vers le chaud et se soigner, ce virus va devenir en fait un cheval de Troie. Ce poisson va devenir un cheval de Troie pour le virus, puisque sa vie durant, un peu comme les humains avec les herpès, on va être porteur et excréteur de temps à autre. Et donc on a une protection clinique, mais on n'a pas une protection absolue virologique. Bien que protégé cliniquement, on reste contagieux. Ils se transforment un petit peu en parasites finalement, puisqu'il y a une adaptation avec l'eau. Oui, et peut-être plus qu'on ne le croit, parce qu'on est en train de se rendre compte que ces poissons, au niveau d'autres comportements, ne sont pas tout à fait comme des poissons non infectés. Ils sont par exemple beaucoup moins peureux. Il faut toujours écouter les techniciens dans les labos, parce que les bons techniciens repèrent des choses, y compris que quand ils vont vers l'aquarium, les poissons ne fouillent pas. On se rend compte que les poissons qui ont survécu à une infection aiguë, parce qu'ils font une encéphalite, ne sont plus vraiment les mêmes au niveau neurologique. Ça, Carly? Oui, je voulais savoir, est-ce que ce virus a des variants qui pourraient donner des pathologies de gravité différentes? Donc il y a clairement des niveaux de virulence. Dans toutes les souches qui existent, on détecte des variations de virulence. Et là, il faut faire très attention de ne pas comparer des virulences décrites dans différents articles, parce que, sans critiquer mes collègues de la souris, il faut bien se rendre compte qu'ici, ce sont de vraies expériences sur de vrais animaux. On n'est pas dans un fond génétique. Je m'en vais juste après. Je plaisante, mais on a en fait un polymorphisme énorme au niveau génétique. Vous n'avez pas la chance d'avoir un système aussi monomorphique que l'on a chez la souris. Et donc vous pouvez comparer la virulence de différentes souches que si et seulement si vous les testez dans un même groupe de poissons. Et donc c'est ça qui rend difficile la classification des pathotypes de ces souches. Vous ne pouvez pas prendre, comme on le fait chez la souris avec d'autres virus, comparer des résultats de différentes souches. On ne peut pas. Mais il y a clairement des niveaux de virulence différents. Mais ma question est parce que la température influe sur la virulence et donc la réplication du virus, mais est-ce qu'il y a des modifications génétiques qui pourraient être induites chez ce virus? Alors on a essayé une des approches que l'on a développées pour essayer de comprendre la dépendance du virus à une certaine température, on a essayé de le faire pousser en changeant légèrement la température pour voir par séquençage quelles étaient les protéines qui avaient subi une évolution dirigée pour s'adapter à une nouvelle température. Et ça ne marche pas. En fait, il se multiplie jusqu'à 29,5 et à 30 degrés, vous rajoutez 2 dixièmes, c'est terminé, il ne pousse plus. Et c'est lié à cette liquid phase separation qui est induite par la protéine qu'on a découvert récemment et qui est malheureusement essentielle. Donc quand vous enlevez le virus, là vous l'enlevez, le virus ne sait plus pousser. Monsieur Casini? Oui, merci beaucoup pour cet exposé vraiment très intéressant et fascinant.
Moi j'avais une question par rapport à cette immunité adaptative qui n'apparaît qu'à partir d'un certain seuil dans l'histoire de la vie, et dont vous me disiez qu'elle était dépendante aussi justement du seuil de température en fonction de l'espèce. Donc ma question était de demander si ça pouvait être lié à la taille de l'animal, voire à son sexe éventuellement, parce qu'il y a des éléments qui plaident parfois dans les mécanismes en fonction de la taille pour la stabilité du protéome. Aucune idée, franchement, j'en sais rien. L'immunité adaptative est développée chez les carpes mâles et femelles, quelle qu'en soit la taille. Donc l'ontogénèse du système immunitaire chez les poissons, pas tous, mais la plupart, se termine après l'éclosion. Donc la larve, c'est fou, hein, c'est un truc à montrer aux enfants. Vous fécondez un œuf, hein, vous avez une cellule, vous allez boire un bocal, vous revenez, vous en avez deux. Un quart d'heure après, il y en a 4, et 2 jours plus tard, il y a un petit truc qui nage, qui voit clair et qui s'oriente en fonction de la lumière. Donc c'est fou au niveau biologique. Donc cette larve naît partiellement immunocompétente. Elle a une partie d'immunité innée, mais pas encore tout. L'interféron, par exemple, va apparaître au jour 2 ou 3 après l'éclosion, et l'immunité adaptative va survenir environ 6 à 8 semaines. Donc vous ne pouvez pas vacciner une carpe avant 2 mois. Donc le fameux vaccin, on vaccine des carpes de 2 cm qui ont tout juste 8 semaines. Ma question portait plutôt sur l'espèce que sur la taille de l'animal au sein d'une espèce. Est-ce que finalement, c'est pas dépendant de la taille de l'animal en fonction de l'espèce? Vous retrouvez des espèces de tailles différentes qui ont toutes une immunité adaptative. Il y a des poissons qui font moins d'1 centimètre, certains qui vont à plusieurs centaines de kilos, donc non, je ne crois pas. Oui, Jean-Michel Fouadel. Oui, je voudrais dire que... Attends, le micro, on va te le passer tout de suite. L'impact de la température sur la relation hôte-pathogène n'est pas spécifique des poissons, elle s'observe également chez l'homme. Il faut bien se rappeler que Yersin a découvert le gène de la peste simplement parce qu'un de ses incubateurs était tombé en panne, que la température était abaissée, ce qui a permis la prolifération du gène. Les poules qu'il utilisait ne développent pas pour infecter, ne développent pas les symptômes de la peste et la maladie de la peste parce qu'elles ont une température, je crois, de 38 degrés. Et il a mis ces poules à basse température en les plongeant dans l'eau froide et le lendemain matin, toutes les poules étaient mortes. C'est comme ça qu'on a découvert le gène de la peste. Ah ouais, avec l'hypothermie des poules. Bonne chance maintenant avec les protocoles de bioéthique pour mettre des poules dans l'eau. On va vous apporter le micro. Oui, j'étais très intéressé d'abord par votre exposé en général et puis par cette communauté d'action du TNF, à la fois chez les vertébrés et puis chez ces poissons pour ce qui est de l'induction de la fièvre. Mais il est évident que chez nous, la fièvre elle ne se termine pas de manière passive, mais par des phénomènes actifs comme la sidération profuse, comme on peut la rencontrer. Et donc je me demandais si, de la même manière, il y a des acteurs, il y a des médiateurs qui favorisent ces situations, donc cette perte de fièvre, à la fois chez les mammifères, qui serait commun chez les poissons, avec l'induction d'un comportement, donc le retour vers les températures, dans un lac par exemple, vers la surface afin ou au contraire en profondeur pour rejoindre un autre type de température et retrouver probablement une température plus adaptée au métabolisme global du poisson comme chez nous. Donc forcément une température de 37,5 est sans doute plus favorable qu'une température de 40 pour notre métabolisme global. Je ne sais pas si vous... Donc, quand la carpe exprime sa fièvre, elle va très rapidement juguler l'infection. On voit toutes les niveaux de cytokinaires qui descendent très rapidement dans le sang, puis elle va simplement se mettre au froid. Et à ma connaissance, donc elle n'a pas de processus de thermogénèse, mais je ne crois pas qu'elle ait des processus de refroidissement. Mais c'est possible, on pourrait imaginer, comme chez des organismes supérieurs, qu'elle ait une vasodilatation de sa peau, par exemple, pour pouvoir se refroidir plus rapidement. Oui, mais ma question est plutôt, comme le TNF agit sur son comportement, il faut pas oublier que c'est une fièvre comportementale, je me demandais s'il y avait un médiateur
d'une électrique qui va induire un comportement de retour vers des températures. Ce qu'on voit, c'est que le TNF, quand les cartes retournent au froid, quand le TNF diminue. Donc c'est peut-être simplement un retour par l'absence d'éléments inducteurs. Alors, cela dit, pour la fièvre humaine, enfin des endothermes, il faut quand même être conscient qu'une partie de notre fièvre est également comportementale. Le premier symptôme de la fièvre, c'est qu'on se dit qu'on a froid, on met un pull, on allume le chauffage, on se met 5 couvertures, c'est des modifications de comportement qui ont pour but d'isoler notre corps. Et quand on est dans la phase de sudation, on a l'effet inverse. On dit qu'est-ce qui fait chaud, et on se déshabille pour permettre au corps de se refroidir. Donc une partie de notre fièvre est comportementale. Et au niveau végétatif, probablement ce qui s'est passé, c'est qu'au début, ça n'était que comportemental, et puis quand l'homéothermie est apparue, sont apparus les processus de thermogénèse, mais je crois qu'on est resté sur un fond de comportement. Merci bien. Oui, Stéphane. Alors une question médicale. Apportez le micro dessus. On a les gens qui sont... Excellente conférence, merci Alain. Alors, du point de vue médical, on doit arrêter de surconsommer le paracétamol. Tout le monde à la moindre fièvre essaye de vraiment détruire. Je trouve qu'on pourrait insister là-dessus dans des cours d'immunologie fondamentale. Si vous prenez mais vraiment, vous pouvez trouver des études sur le complément, sur la phagocytose, l'oxydative burst, l'activité NK, la prolifération lymphoblastique, l'activité cytotoxique. Chaque item d'un cours d'immunologie, vous trouvez des articles qui démontrent qu'en augmentant, et c'est de la thermodynamique, hein, donc c'est comme cuire un œuf au sommet du Mont Blanc, hein, c'est pas un tout petit peu, c'est pas parce qu'on augmente de 2 degrés que c'est un tout petit incrément de la fonction. Hein, pour cuire un œuf, le Mont Blanc, il faut 2 heures ou 1 heure et demie pour cuire un œuf cuiture, parce que la thermodynamique, 2 degrés, change énormément la thermodynamique du processus. Donc moi je crois qu'on devrait respecter la fièvre et l'inflammation de manière générale. L'inflammation n'a pas été acquise au cours de l'évolution pour vendre de l'ibuprofène et du paracétamol. Hein. Bon, maintenant, quand vous êtes à 41 et que vous parlez une langue que vous n'avez jamais appris, il faut se mettre à limiter, peut-être songer à contrôler l'immunopathologie que devient la fièvre, mais dans des conditions physiologiques, moi je préfère la fièvre. C'est mon côté maso. Polémique un peu, je trouve. Mais je crois qu'il n'y a pas de question. Non, il n'y a pas de question, mais juste quand même une question pour vous, parce que la semaine prochaine, pas mal de gens qui ont des enfants et des petits-enfants les auront justement pour les vacances. Est-ce que vous donnez des conférences pour les enfants? Tout à l'heure, vous en avez parlé, hein, des enfants en disant il faudrait expliquer ça aux enfants, mais est-ce que vous avez créé des tutos, par exemple, sur le dressage de poissons? Ça pourrait être intéressant pour occuper. Pas encore. Là, il va falloir le faire. Et si jamais vous envoyez ça à l'académie et on transfère à tous les membres. Lisez petite occupation la semaine prochaine avec leurs petits-enfants. La science, ça commence tôt. Merci, professeur. Je suis sûr que ceux qui vont manger du poisson aujourd'hui penseront concernant la prochaine ces cartes qui livrent de... Merci beaucoup.